algo que toca a todos nós, as transformações que a gente está passando no mundo contemporâneo. São mudanças no nascimento, quando nós estamos numa época da engenharia genética e temos questões éticas sérias para discutir sobre selecionamento de embriões, por exemplo. São mudanças na educação. Os professores estão desesperados, a disciplina não funciona mais. Nós estamos vivendo transformações importantes no amor. As pessoas, hoje em dia, não têm mais nenhuma razão de estarem juntas se não quiserem estar juntas. Nós temos mudanças importantes no trabalho. Nos contaram que a gente iria se aposentar aos 50, 60 anos de idade. E é mentira. A gente vai viver agora mais 40 anos. Nós temos um bando de adolescentes cinquentão, perdidos, sem saber como reinventar a sua vida, né? Faz parte também das transformações atuais. Enfim, tudo isso faz com que nós estejamos sem bússola, que nós estejamos desbussolados no século XXI. Ele diz que no primeiro momento nós tínhamos uma bússola muito clara, que era a bússola da natureza, a bússola cósmica, onde cada um tinha seu lugar já pré-determinado. Era uma ética cósmica, onde nós não precisávamos duvidar, você deveria simplesmente se adequar. A segunda corrige um defeito da primeira, no sentido que faz com que todo mundo passe a ser igual. No caso, todo mundo passa a ser igual frente a um Deus, numa ética religiosa. Até século XVIII, até o Iluminismo, onde era substituída pela ética da razão. Finalmente, século passado, o século da desconstrução. Nada fica de pé. E nesse momento, o que fazer? Nós estamos no novo mundo, nós estamos na globalização, nós estamos na pós-modernidade, seguramente nós temos um novo tipo de líder. A liderança vertical dos tempos anteriores não funciona mais hoje em dia. São necessários novos conceitos. Do meu ponto de vista, é animador quando nós vemos o Brasil, representado pela sua presidente, abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas desse ano de 2011, né, dizendo que são necessários novos conceitos. O desafio colocado pela crise é substituir teorias defasadas de um mundo velho por novas formulações para um mundo novo. O que é que nós temos como novo aporte para uma nova política? La grande politique, depuis 2 siècles, elle a toujours eu rapport avec 2 grandes idées. À droite, la nation, la patrie, les grands nationalismes. Et puis à gauche, on était révolutionnaire. C'était l'idée de révolution qui donnait du sens aux engagements dans la vie politique. Quand j'étais gamin, quand le général de Gaulle est mort, toute la presse a titré « La France est veuve », comme si vraiment il était l'incarnation de la nation. Et puis à gauche, tous mes amis, à l'université, à la Sorbonne, tous mes amis étaient révolutionnaires. Ils étaient maoïstes, ils étaient trotskistes, ils étaient anarchistes, ils étaient communistes. Et c'était les 2 grandes idées, il n'y en avait pas d'autres. Ces 2 grandes idées avaient un rapport au sacré. Le sacré, ça n'est pas le religieux. Le sacré, ce pourquoi on peut se sacrifier. À la limite, des valeurs sont sacrées quand on pourrait donner sa vie pour elles. Quand il y a une grande cause, on peut mourir pour. On pouvait mourir pour la patrie, on pouvait mourir pour la révolution, et ça donnait du sacré, ça donnait du sens. Il y a un très beau proverbe arabe qui dit ça joliment. Un homme qui n'a jamais rencontré dans sa vie un motif de la perdre est un pauvre homme. Et quand on s'engageait pour la nation ou pour la révolution, on avait l'impression que tout était utile, tout avait du sens.
Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à la présidente brésilienne, plus personne dans les jeunes générations n'est prêt à mourir en Europe, en Occident. Plus personne n'est prêt à mourir ni pour la nation, ni pour la révolution. Je n'y crois pas beaucoup. Qu'est-ce qui vient à la place? Est-ce que nous vivons le désenchantement du monde, la fin du sacré, la fin des grandes causes? Est-ce qu'on est rentré dans une période molle? Je ne le crois pas du tout. Je pense que c'est une grande illusion. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui en Occident, en Amérique latine comme en Europe, mais la naissance d'un nouveau visage du sacré. Le sacré à visage humain. Ce que nous sacralisons aujourd'hui, c'est l'être humain, c'est la personne humaine. Les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies aujourd'hui, ce sont des êtres humains. D'abord celles que nous aimons, nos enfants bien sûr, mais pas seulement. Toute l'histoire de l'humanitaire moderne, de l'action humanitaire, montre que de plus en plus de gens sont soucieux des autres, sont prêts à faire la guerre pour sauver des personnes qui sont des guerres humanitaires. Je ne suis pas un fan de Facebook. Je suis obligé d'avoir un blog et toutes cette sorte de choses, mais je me méfie de cette fausse amitié, de cette fausse chaleur. Et je pense que dans les révolutions arabes, ce qui est important, ce n'est pas le moyen par lequel les gens se sont retrouvés sur la place du Caire face à la police politique ou en Syrie sous les balles de l'armée. Ce qui est important, c'est ce courage incroyable, uniquement pour défendre des valeurs. C'est ça qui me fascine. Il y a des gens qui disent « Internet, c'est formidable » parce que la presse traditionnelle, la télévision, les journaux, en fait, ils sont muselés par le pouvoir. Vous voyez, en France, il y a beaucoup de gens qui disent « Le président Nicolas Sarkozy, il muselle la presse ». Bon. Tu parles, si c'était vrai, j'ai jamais vu de ma vie un président en prendre plein la figure comme ça, jamais. Bon, c'est pas vrai. Mais il y a l'idée que Internet c'est libre. C'est pas vrai du tout. Je pense que c'est pas vrai. Que Internet c'est beaucoup plus le monde de la rumeur. C'est incroyable ce que les rumeurs peuvent se développer sur Internet. Et vous contrôlez pas. C'est le monde de l'insulte. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus aux lettres anonymes que les gens envoyaient chez nous en France pendant la période de Vichy pour dénoncer les Juifs. Parce que quand vous êtes dans l'anonymat, quand vous êtes caché derrière un faux nom, derrière un pseudonyme, vous pouvez vous permettre toutes les saloperies du monde sans rien risquer. Vous pouvez vous permettre les injures antisémites, les injures racistes. Alors, bien sûr, il y a des garde-fous, on essaie de nettoyer, mais toujours après coup, très difficilement. Et les rumeurs se répandent de façon absolument ignoble sur Internet. Voilà, c'est peut-être les deux, c'est peut-être à la fois une très grande liberté et en même temps aussi, à cause de cette liberté, une très grande horreur. Voilà, c'est comme disait Ésope de la langue, c'est la meilleure et la pire des choses, mais souvent la pire aussi. Donc ne soyons pas naïfs par rapport à ça. Ce que nous voyons apparaître comme nouvelle question, c'est la problématique des générations futures. C'est la question que je traduirai de la manière suivante. Quel monde, nous les adultes, prendrons-nous la responsabilité de laisser à nos enfants? Quel monde allons-nous laisser à ceux qui viennent? Ça, c'est la nouvelle question politique. Ce n'est pas simplement la question de l'écologie. Ce n'est pas simplement la question de la protection de l'environnement ou de l'épuisement des richesses. C'est aussi la question du choc des civilisations. Est-ce qu'on va laisser un monde en guerre avec le monde arabo-musulman ou pas? C'est aussi la question de l'avenir de la protection sociale, de l'État-providence, dans ce jeu de massacre qu'est la globalisation. Est-ce que nous allons être capables de faire des réformes suffisantes pour laisser à nos enfants, à ceux qui viennent, un monde qui sera meilleur que celui que nous connaissons ou est-ce qu'il sera plus mauvais? Como é que a gente vai tocar que as pessoas se preocupem com amanhã? Isso está fazendo, em alguns setores, surgir uma política do medo. Lacan, quando toca nesse aspecto, ele diz que nós temos que tocar no ponto de vergonha de cada pessoa, mas não uma vergonha do outro, uma vergonha íntima,
e que se recobre da honra. Minha pergunta é, as pessoas estarão preocupadas em fazer alguma coisa para amanhã por medo ou por amor? Ce que je n'aime pas dans l'écologie, il y a des choses que j'aime dans l'écologie, il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce que disent les écologistes. Et notamment, je trouve magnifique l'idée qu'ils ont de dépasser le court-termisme, de remettre de la profondeur, dire qu'on doit se préoccuper de l'avenir lointain, au lieu d'être toujours dans la préoccupation du quotidien. Là, ils ont raison. Il y a aussi des vraies questions, l'épuisement des ressources naturelles, c'est un vrai sujet. Mais ce que je déteste dans l'écologie politique, c'est le fait que c'est un mouvement qui repose presque exclusivement sur la peur. Et je pense que la peur est la pire chose qui soit. Je pense que le grand message de la philosophie depuis Homère, c'est que le sage est celui qui a vaincu les peurs. Aujourd'hui, nous avons peur de tout, et ça, l'écologie joue là-dessus. Nous avons peur du sexe, à cause du sida, nous avons peur de l'alcool, du réchauffement climatique, nous avons peur de l'effet de serre, du trou dans la couche d'ozone, des micro-ondes, des nanotechnologies, des volailles, de la côte de bœuf, de 1000 choses encore, et chaque année, une peur s'ajoute aux autres. Et regardez comme c'est intéressant d'essayer de comprendre cette logique de la prolifération des peurs. Non seulement nous avons des peurs qui prolifèrent, nous avons peur de tout, en Occident. En plus, ce que nous avons vécu en 30 ans, 40 ans, depuis que l'écologie politique est devenue une force importante, ce n'est pas seulement la prolifération des peurs, c'est la déculpabilisation de la peur. C'est-à-dire le fait que la peur qui était présentée depuis toujours comme une passion honteuse et infantile est désormais vécue comme le premier pas vers la sagesse, comme la passion qui va nous faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur le monde. Quand j'étais enfant, le message des professeurs comme le message des parents, c'était en gros, un grand garçon, ça n'a pas peur. Une grande fille, ça n'a pas peur. Grandir, devenir une grande personne, comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Devenir une grande personne, c'est être capable de surmonter les peurs, ne plus avoir peur du noir. Avec l'écologie politique, la peur devient paradoxalement le premier pas de la sagesse, qui va nous faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement. Et c'est ça que je n'aime pas dans l'écologie politique. Je pense qu'un grand mouvement politique ne peut pas sérieusement s'appuyer sur une passion aussi misérable que la peur. Le sage, c'est celui qui vainc les peurs. Là, on peut vraiment croiser et rejoindre philosophie et psychanalyse. C'est pourquoi je n'aime pas la peur. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas sage? Il y a 3 peurs qui nous coincent, qui nous menacent en permanence, qui nous empêchent d'être à la fois intelligents et généreux, d'être à la fois libres de penser et en même temps ouverts aux autres, capables à la fois de bien penser et de bien aimer. La première peur, c'est les peurs sociales, c'est la timidité. Quand on vient d'un milieu modeste, comme moi d'ailleurs, et qu'on rencontre des gens très importants, on est impressionné. Et la timidité, ça peut être une vraie maladie. Et puis il y a une deuxième peur, et là je rejoins ce que disent les psychanalystes, c'est ce que Freud appelait les phobies. La première phobie, c'est la peur du noir. Quand la phobie vous tombe dessus, quand l'angoisse vous serre le cœur, quand d'un seul coup vous êtes glacé, eh bien, vous devenez égoïste, vous ne pensez plus qu'à vous-même, incapable d'aimer les autres, et vous devenez très bête. Et la troisième grande peur, évidemment, c'est la peur de la mort. On a beaucoup plus peur de la mort des gens qu'on aime, à la limite, que de la sienne. Et moi, j'ai été ministre de la jeunesse aussi. Et je me souviens d'avoir reçu beaucoup de parents qui avaient des enfants très handicapés. Ils avaient horriblement peur de mourir, les parents. Non pas pour eux, mais parce qu'ils se disaient, si je meurs, personne ne s'occupera, personne n'aimera mon petit enfant autiste ou trisomique. Et ils avaient peur pour l'enfant, pas pour eux. La peur de la mort n'est pas forcément égoïste. La mort, ce n'est pas simplement la fin de la vie. La mort, c'est tout ce qui, à l'intérieur de nos existences, relève de l'irréversibilité. Il y a un très beau poème d'Edgar Poe, s'appelle Le Corbeau,
Et le corbeau se pose sur la fenêtre, le corbeau c'est la mort. Et le corbeau ne sait dire qu'une seule phrase. Il dit une phrase, c'est « never more ». Plus jamais. Et ça, c'est le sentiment de la mort. Pour un enfant, ça peut être la fin des vacances, un divorce, une séparation. Depuis Épicure jusqu'à Heidegger, Gelassenheit, la sérénité, le sage a été défini comme celui qui a vaincu les peurs, qui atteint la sérénité. Un mouvement comme l'écologie qui met la peur au cœur de sa motivation ne peut pas me plaire, parce que la peur est mauvaise conseillère. C'est vrai que dans l'éducation que j'ai connue dans mon enfance, on réprimait les peurs dans toutes les grandes visions philosophiques du monde, et même religieuses. Toujours, le but, c'était d'aider les humains à vaincre les peurs. Cette espèce de culture de la peur que le mouvement écologiste développe, par exemple celui de Al Gore. En France, on a Nicolas Hulot, on a Yann Arthus Bertrand, il y a des films écologistes qui sont intégralement faits pour nous faire peur. Je trouve que l'écologie en fait un principe fondamental de manière un peu absurde. Vraiment, il y a deux passions démocratiques détestables, c'est la peur et l'indignation. Chaque matin, les journalistes de radio trouvent un nouveau sujet d'indignation. Et on est sommé, c'est ça que je n'aime pas, on est sommé d'être indigné, d'être scandalisé. Ah, un tel a touché de l'argent louche, tel politique a été nommé à un endroit par piston, par copinage, tel chef d'entreprise a fait telle pollution, c'est scandaleux. Et on devient tous des moralistes absolument épatants, comme si on était tous grandioses, tous d'une vertu extraordinaire. Et réfléchissez à ça. Pourquoi l'indignation est un sentiment détestable? Posez-vous la question. On est toujours indigné par les autres, jamais par soi. Jamais, quoi qu'on fasse. On peut avoir honte de soi, on peut être désolé d'avoir fait quelque chose de pas bien, on peut regretter, on peut avoir des remords, mais on n'est jamais scandalisé, indigné par ce qu'on a fait soi-même. C'est toujours les autres. Et ça, c'est la preuve que ça n'est pas un sentiment moral authentique. Pascal, le grand philosophe chrétien, avait une phrase magnifique. Il disait « La vraie morale se moque de la morale ». Dans le petit livre de Stéphane Hessel, qui a déclenché ce vaste mouvement dans le monde entier des indignés, en Israël, en Espagne, un peu partout dans le monde, en Grèce, il y a une critique très violente d'Israël. Mais voilà, s'indigner contre la politique d'Israël, à mon avis, c'est à 1000 lieues de pouvoir régler l'incroyablement difficile question du conflit au Moyen-Orient. Nous avons beaucoup plus besoin d'intelligence et de courage que d'indignation. Ce n'est pas les mêmes qualités. Alors que l'indignation, je ne vais pas jouer les héros. Moi aussi, je suis indigné comme tout le monde. C'est un sentiment qu'on ressent tous, bien sûr. Par moments, on dit, mais vraiment, c'est scandaleux. Voilà. Bien sûr que je ressens ça. Mais c'est un sentiment qu'il faut savoir dépasser tout de suite. Il faut passer tout de suite à autre chose. C'est juste une petite étincelle, pas plus. L'amour, c'est le grand principe de sens aujourd'hui. Nous entrons dans un nouvel humanisme, un humanisme qui n'est pas celui de Voltaire et de Kant, celui des Lumières, mais qui était un humanisme de la raison et des droits de l'homme. Nous entrons dans un humanisme qui est un humanisme de l'amour. C'est l'amour qui donne du sens à nos vies. Ce que nous apprennent les grands historiens du Moyen-Âge, en gros la nouvelle histoire, elle a une 50aine d'années. Ils nous ont appris 3 choses sur l'histoire de la famille qui sont géniales, très importantes, passionnantes. Première chose, au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour. Le mariage d'amour n'existe pas. On se marie pour 3 raisons qui sont la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, et puis la biologie et l'économie. Je cite toujours une phrase de Montaigne qui est très très grossière, mais qui dit bien ce qu'on pense du mariage d'amour. Il leur dit, mais messieurs, surtout n'épousez jamais votre maîtresse. La maîtresse, c'est celle qu'on aime d'amour-passion. La femme, on ne l'aime pas. C'est juste
En français, on dit c'est bobonne, c'est juste la dame avec laquelle on gère la ferme. On est fou amoureux de sa maîtresse. Épouser sa maîtresse, épouser la femme qu'on aime d'amour-passion, c'est chier dans le panier avant de le mettre sur sa tête. Poétique. Fonder le mariage sur l'amour, c'est le fonder sur quelque chose qui est très fragile. Le mariage d'amour, c'est l'invention du divorce. La deuxième chose que nous apprennent les grands historiens, c'est que, évidemment, au Moyen-Âge, on ne se marie pas, on est marié. On est marié par les parents, par le village. Le mariage, c'est l'occasion de réconcilier des familles qui sont fâchées. C'est l'occasion de mettre des parcelles de terrain ensemble pour les cultiver plus facilement. Mais on ne demande pas leur avis aux jeunes gens. Jusqu'au XVIIIe siècle, en Europe, des jeunes gens qui se marient sans l'autorisation du père, dans certains pays, comme la France, sont passibles de la peine de mort. On ne plaisante pas. Troisième chose, comment est né le mariage d'amour? Comment est né le mariage choisi par les jeunes gens, par amour et pour l'amour? Eh bien, il est né, curieusement, grâce au capitalisme moderne, à l'invention du salariat. Et cette petite gamine qui monte à la ville pour travailler comme ouvrière, elle va bénéficier d'une formidable liberté nouvelle. Elle va avoir un salaire, une autonomie financière, une autonomie matérielle. Et cette autonomie matérielle va lui permettre de dire aux parents, au village, non, non, je ne veux pas être marié, je veux me marier. Et c'est comme ça que le mariage d'amour va progressivement devenir la règle en Europe, mais c'est seulement à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'il va devenir vraiment la règle générale de tous les mariages. Et ça va entraîner évidemment des conséquences énormes. Le divorce, bien sûr. Si vous fondez le mariage sur le sentiment, vous le fondez sur quelque chose qui est fragile, variable. 60% des mariages en Europe se terminent par un divorce. Mais il y aura une conséquence plus positive, c'est qu'on va se mettre à aimer les enfants comme jamais dans l'histoire de l'humanité. D'où la question des générations futures. Et cette question n'est pas privée, encore une fois, elle est publique, politique, collective. Quand je suis ministre de l'Éducation, je ne fais pas une réforme de l'école pour mes 3 filles. Je fais une réforme de l'école pour tous les petits Français. Ce n'est pas de la sphère privée, c'est un souci public. Mais, je fais la réforme de l'éducation en pensant qu'elle pourrait s'appliquer à mes filles. Et c'est pour ça que je fais attention. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Vamos falar pouquinho sobre educação. Vamos pensar no professor ou na professora. Ele se vê desrespeitado, ele se sente desrespeitado, ele não se sente ouvido, ele fica... os professores todos os dias se queixam, eu não sei mais o que fazer com os meus alunos. O que você faz com os seus alunos? Mais moi, ils sont grands, c'est des étudiants à l'université, donc ils sont adorables, ils sont gentils. Mais en Europe, c'est vraiment la grande plainte. C'est que les enfants sont mal élevés, simplement, pour dire les choses là aussi avec des mots simples. Ils ne peuvent pas faire cours parce que les enfants sont trop turbulents, parce que ça remue trop, parce que ça parle, parce qu'il n'y a pas de silence. L'attention ne se fixe pas. Pourquoi? L'éducation, c'est 3 choses. Et ça, vraiment, pour moi, philosophiquement, c'est très, très profond. Pour nous, les Occidentaux, l'éducation, c'est chrétien, juif et grec. L'éducation, c'est l'amour, c'est le message du Christ, c'est la loi, c'est le message de Moïse, et c'est les grandes œuvres, les savoirs. L'amour, c'est le plus important. Plus on a aimé un enfant, plus on a donné de l'amour à ces enfants, plus on leur permettra de rebondir face aux accidents de la vie. Plus un enfant a été aimé, plus il aura de l'estime de soi, et du coup, plus il sera capable de rebondir face aux difficultés de l'existence. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut la loi. La loi, c'est ce qui nous permet d'entrer dans la civilité. Aujourd'hui, on aime tellement nos enfants qu'on n'est plus capable de les envoyer coucher à l'heure, qu'on n'est plus capable de fixer la loi. On négocie avec nos enfants, c'est idiot, il ne faut pas négocier avec les enfants. Quand vous dites oui, c'est oui, quand vous dites non, c'est non. On négocie un peu, mais pas beaucoup. Et quand vous négociez avec vos enfants, tu vas te coucher à 8 heures. Non, non, papa, c'est 8h15, c'est 8h30.
On négocie un peu, mais sachez tout de suite jusqu'où vous allez aller. Ne négociez pas pendant des heures. Le principe fondamental de la transmission de la loi mosaïque, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Dans l'éducation juive, les enfants ne demandent pas pourquoi. Le troisième élément, c'est les savoirs, évidemment, c'est les grandes œuvres. Pourquoi il faut transmettre les grandes œuvres? Je ne vous dis pas ça par, voyez, cette espèce d'humanisme bourgeois qui fait que, voilà, un vieil universitaire défend les grandes œuvres. Hein. Voilà, je défends le grec et le latin. Pas ça, rien à voir. Nous vivons dans un monde d'hyper-consommation, dans un monde où nous sommes sans arrêt tentés par toutes sortes de petits objets ravissants. On a envie d'acheter des fringues, des vêtements, on a envie d'acheter des téléphones portables, des voitures. Tous ces objets sont magnifiques et de plus en plus tentants. Et on vit dans un monde de consommation permanente. Consommation, chers amis, elle a exactement la même structure que l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'un drogué? Un drogué, c'est quelqu'un qui, passé un certain seuil, ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses et de rapprocher les prises. Il prend toujours plus et plus souvent, jusqu'à la mort. Du monde capitaliste qui est à la fois formidable parce qu'il a inventé le mariage d'amour, et là je l'aime, et détestable parce que c'est un monde de la consommation addictive. Je dis toujours à mes amis chefs d'entreprise, j'en ai quelques-uns, grands chefs d'entreprise français, je leur dis toujours, vous êtes schizophrènes, vous êtes coupés en deux. Pourquoi? Comme chef d'entreprise de droite, généralement ils sont de droite, ou alors c'est que c'est vraiment des fauchetons. En général, un vrai chef d'entreprise, c'est quand même plutôt de droite, quoi. Bon. Et donc, comme chef d'entreprise de droite, leurs valeurs morales sont plutôt réactionnaires. Ils voudraient que les enfants soient bien élevés, personnalité autoritaire, qu'on fixe les règles, qu'on serre les boulons, etc. Et je leur dis, à la maison, vous êtes autoritaire et réactionnaire, de droite, et dans votre entreprise, vous faites exactement le contraire. Dans votre entreprise, vous faites des grandes campagnes de publicité pour transformer les enfants en zappeurs consommateurs addictifs. Il faut choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des enfants bien élevés, intelligents, cultivés? Est-ce que vous voulez des enfants zappeurs, consommateurs pour que votre boîte fonctionne? Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est ça les contradictions de l'homme de droite. Ce n'est pas la gauche qui est responsable, c'est la schizophrénie des hommes de droite, qui ne voient pas qu'à la fois ils sont réactionnaires à la maison et ils sont révolutionnaires dans l'entreprise. Et je dis toujours à mes amis chefs d'entreprise, vous connaissez ce proverbe, il y a 3 versions. J'adore ce proverbe, il existe dans toutes les langues. En anglais, on dit « You can't have your cake and eat it too ». En français, c'est assez drôle en français. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier. Il faut choisir. Et en italien, c'est beaucoup, beaucoup plus drôle. En italien, c'est génial. Et ça en dit long sur les Italiens. En italien, on dit « on ne peut pas avoir le tonneau plein et la femme ivre ». Il faut choisir. Voilà. Et ben, je dis ça aux chefs d'entreprise et aux hommes de droite. Vous ne pouvez pas avoir le monde de la consommation pour que vos entreprises tournent, et puis l'école qui va bien et les enfants bien élevés. Ça ne va pas ensemble. Et ça, c'est la grande contradiction du monde actuel. Le seul moyen que je connaisse de lutter contre la consommation addictive, c'est de donner à nos enfants le sentiment qu'il y a des choses plus belles et plus importantes. C'est vital de raconter à nos petits, quand ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, des contes de fées, la mythologie grecque, pour leur donner le sentiment qu'il y a des choses qui sont supérieures au seul registre de la consommation. Ce n'est pas en interdisant la consommation qu'on y arrivera, ça ne marche pas. C'est en sortant par le haut, en donnant le sentiment qu'il y a des éléments dans la culture qui sont plus intenses, plus profonds, plus amusants. Par exemple, la mythologie grecque, ce qui est génial dans la mythologie grecque, c'est que c'est très cru, c'est très dur,
Ça parle de sexe, ça parle de mort, ça parle de sadisme, ça parle de l'amour, ça parle de la guerre. Et c'est ça qui passionne les enfants. Il ne faut pas édulcorer. Les vrais contes de fées, par exemple les contes de Grimm, ils sont très très durs. Cendrillon, dans les contes de Grimm, vous savez, les deux méchantes sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasia, elles sont punies à la fin, elles ont été très méchantes. Vous savez comment elles sont punies? Souvenez-vous, dans la version de Grimm, on les oblige à enfiler des chaussures en fer qui ont été chauffées dans la cheminée, qui sont chauffées à blanc, et elles sont pleines de lames de rasoir. Bon, c'est cru, c'est dur, c'est sadique. Les enfants, ça ne les gêne pas du tout. Ils trouvent ça normal que les méchants soient punis très fort. Et donc, il faut lire des contes de fées, il faut lire, Bettelheim a raison, il faut lire de la mythologie grecque. Lisez à vos enfants des très 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 belles histoires très tôt. C'est le seul moyen, encore une fois, de leur faire dépasser le monde de la consommation. Voilà pourquoi je dis, l'éducation, c'est l'amour, la loi, les œuvres. Et il faut les trois. J'ai mis 30 ans à comprendre vraiment la différence entre les deux. Et comme j'aime infiniment les deux, je ne suis pas du tout un critique, un hostile à la psychanalyse. Nous vivons, vous le savez, dans des sociétés laïques. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas croyants. Dans la salle, il y a peut-être 70% de croyants. Il n'y a pas de religion d'État. La croyance est une affaire privée. Et dans ces sociétés laïques, comme la religion n'est plus la réponse collective, on s'intéresse de plus en plus à la philosophie. Parce qu'au fond, la philosophie, c'est une tentative de répondre à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une vie réussie ?» sans passer par Dieu et sans passer par la foi. La philosophie, c'est une réponse laïque, non religieuse, qui donc est en accord avec le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui des best-sellers en philosophie qui sont incroyables, qu'on n'avait jamais connus dans l'histoire de l'humanité, y compris des livres très difficiles, passionnent les foules, y compris des philosophes très compliqués. Le but de la philosophie, c'est de parvenir à la vie bonne. Le but de la philosophie, c'est vaincre les peurs. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaincre les peurs », surmonter l'angoisse. Et après tout, quelle différence avec la psychanalyse? Ton but à toi, quand tu t'occupes de quelqu'un, c'est aussi qu'il sorte de l'angoisse, oui. C'est qu'il ait une vie meilleure. Et quand on regarde la théorie de l'angoisse chez Freud, en gros, pour aller très vite, l'angoisse apparaît quand la personnalité est déchirée entre deux instances, ce que Freud appelle le ça, c'est-à-dire la libido, les désirs, et puis ce qu'il appelle le surmoi, c'est-à-dire les interdits, la morale, les tabous. Et quand il y a un déchirement en nous entre des désirs, inconscients ou pas, et puis un surmoi qui les réprime, eh bien, l'angoisse apparaît. Et donc la théorie de l'angoisse chez Freud, c'est lié au déchirement de la personnalité. Quel est le but de l'analyse? Bon, si on est un peu raisonnable, c'est quand même d'aider les gens à se recomposer, à se réconcilier avec eux-mêmes. Imaginez la fable suivante. Imaginez que quelqu'un qui a fait 10 ans d'analyse avec un analyste formidable, avec Georges, eh bien, il soit, entre guillemets, guéri. Il soit réconcilié avec lui-même. Je sais bien que c'est une fiction, mais imaginons qu'il soit, au fond, au clair avec lui-même autant qu'il est possible. En gros, l'angoisse pathologique aurait en principe disparu. Imaginons que la cure soit idéale, il n'aurait plus d'angoisse. Les phobies seraient réglées, les idées obsédantes auraient disparu, il ne serait plus angoissé. Et donc, il serait dans la vie bonne. Et là commence la philosophie. Même si vous étiez en parfaite santé, même si vous étiez réconcilié avec vous-même, le simple fait que votre petit garçon qui a 3 ans puisse mourir devant vous parce qu'il a traversé la route, parce qu'il courait après son ballon, et que le petit être que vous aimez le plus au monde peut, en 1/100e de seconde, être catapulté par un camion. Cette angoisse-là, elle n'est pas pathologique, elle n'est pas liée au déchirement de la personnalité. Elle est tout simplement liée au fait que nous sommes des mortels amoureux. Elle est tout simplement liée au fait qu'à la fois nous aimons et en même temps nous sommes mortels. Et ça n'a rien à voir avec la pathologie. Aimer et être mortel, c'est angoissant.
Quand vous regardez même comment nous sommes faits, cette petite peau rose qui entoure des muscles, un tout petit coup d'aiguille nous fait hurler, nous fait souffrir. Nous pouvons mourir en 1 seconde, nous pouvons être blessés en 1 seconde, nous sommes d'une fragilité incroyable, et en même temps que nous sommes d'une fragilité incroyable, nous sommes capables d'un amour aussi incroyable que la fragilité qui nous habite. Ça, c'est l'angoisse métaphysique, ce n'est pas l'angoisse pathologique. Ça, c'est ce dont parle la philosophie. Et cette angoisse-là, cette angoisse de la mort, et surtout de la mort des gens que nous aimons, ce n'est pas par la psychanalyse qu'on peut la régler. Et voilà pourquoi moi je plaide depuis toujours pour une réconciliation de la philosophie et de la psychanalyse. On a 1000 choses à apprendre l'un de l'autre. Il n'y a aucune raison pour que les philosophes continuent à insulter les psychanalystes et que les psychanalystes continuent à dire voilà, la philosophie, c'est l'état pré-scientifique de la psychanalyse. C'est idiot. Les deux sont absurdes. Les deux disciplines sont aussi pertinentes l'une que l'autre, s'occupent de 2 angoisses différentes. L'angoisse pathologique, l'angoisse métaphysique. Ce n'est pas les mêmes. Eu queria te dar 2 tipos de percepção. A primeira mais pessoal, você disse que depois da pessoa tratar das suas angústias fóbicas, das suas angústias muito singulares, ela chega a uma angústia da condição humana essencial e que vai para a filosofia. Eu quero concordar com isso e quero dizer que todo mundo que quiser fazer filosofia tem que primeiro fazer uma análise. O que eu acho... o que eu acho que é... Bon, il essaye de marquer un point, mais je suis d'accord avec lui. Ok. Agora, acho que realmente a psicanálise não cura ninguém da sua existência humana, ao contrário, faz com que a gente suporte essa existência e responsabilize por ela. E tem uma frase de Lacan, da nossa condição de sujeito, nós somos sempre responsáveis. Ou seja, da nossa condição de sujeito, nós não somos tratados. A psicanálise não muda, né, o essencial da espécie humana, que é tratado e discutido pela filosofia. Alors, je ne sais pas si après une phrase aussi profonde, je peux permettre de raconter une blague stupide. Et maintenant que je suis lancé, je ne peux pas arrêter. En français, ça vient de La Fontaine. Vous savez, ce qu'on appelle les rêves éveillés, daydreams. En français, ça s'appelle les châteaux en Espagne. Hein, c'était l'idée qu'on allait acheter un château en Espagne. C'était le rêve. Il y a un psychiatre allemand qui a inventé cette histoire, je voudrais vous la léguer pour ce soir. Il dit voilà, le névrosé, c'est celui qui construit des châteaux en Espagne. Il vit dans les rêves éveillés. Le psychotique y habite. Attendez. Et le psychiatre encaisse le loyer. Voilà.